bienvenue aujourd'hui à Talent for Finance. C'est la première édition de ce salon que nous avons co-créé avec Doc Finance. Donc c'est un salon sur toute la journée. C'est un salon qui a pour ambition de favoriser les échanges entre vous, jeunes professionnels ou jeunes étudiants dans la finance. Allez-y, entrez, installez-vous, il y a de la place. Et les entreprises qui recrutent, les entreprises dans la finance qui ont besoin de talent, d'où le terme Talent for Finance, et qui recrutent énormément chaque année. L'objectif est aussi de vous guider, de vous informer à travers des débats. Donc vous avez 4 débats toute la journée qui sont animés par les journalistes de l'AGFI. Vous avez Aurélie qui est là, spécialiste de la banque, et qui va animer le premier débat. Et puis vous aurez 3 autres débats animés donc par les journalistes. C'est des débats avec des professionnels. Le premier débat concerne les femmes et la finance, un sujet extrêmement important. Et ce sont des débats qui sont aussi que vous pouvez prolonger à l'occasion d'entretiens sur les stands de nos partenaires, que je remercie d'être présents aujourd'hui. Donc dans la grande salle que vous avez pu voir, vous pouvez faire des one-to-one et vous avez aussi des ateliers. Donc l'objectif, c'est de dialoguer avec les entreprises, de valider un peu les parcours que vous avez envie d'avoir dans la finance, de vous questionner. On n'est pas forcément toujours fixé sur un objectif. Voilà, Talent for Finance, c'est ça. Et je laisse la parole tout de suite à Sébastien. Merci François. Donc juste un petit mot sur Talent for Finance. On a décidé justement de co-organiser cet événement avec l'AGFI. Ça nous paraissait logique de pouvoir justement rassembler nos forces. Donc le premier média des professionnels de la finance avec le leader des carrières en finance justement. Donc l'idée c'était de vous proposer une vraie date annuelle sur les carrières en finance qui est aujourd'hui. Donc sur justement Doc Finance pour les personnes qui ne savent pas, donc Doc Finance c'est une plateforme, c'est un réseau social professionnel spécialisé dans les métiers de la banque, finance, assurance avec plus de 300 000 membres sur la plateforme. 20 000 opportunités en temps réel justement que vous pouvez consulter, des actualités également, les entreprises qui recrutent. C'est vraiment une plateforme dédiée à toute la carrière voilà, sur tous les métiers finalement de la finance qu'on peut avoir. En France, on est présent également au Luxembourg. Alors vous retrouvez Doc Finance aussi sur l'AGFI. L'AGFI Emploi. Donc nous avons intégré complètement le site Doc Finance avec les équipes de Sébastien pour vous offrir un service complet à la fois d'information avec des newsletters, des informations dédiées on va dire à l'emploi dans la finance, aux formations qui aussi sont proposées dans la finance, et puis des annonces que vous retrouvez toutes sur cette section-là, mais aussi tout au long du site agfi.fr. Donc n'hésitez pas à aller sur www.agfi.fr/emploi ou même agfi.fr. En parallèle, et pour conclure cette introduction, je voudrais faire le focus sur Ambition, la newsletter justement que nous avons lancée avec la rédaction de l'AGFI il y a quelques semaines, avec notamment Aurélie qui est à la manœuvre. C'est une newsletter hebdomadaire extrêmement intéressante, gratuite, donc vous pouvez scanner le QR code, je vais me déplacer comme ça, vous le scannez et vous ne scannez pas ma figure. Vous scannez le QR code et vous pouvez vous inscrire directement donc, sur la newsletter Ambition. Je vois que tout le monde scanne, donc je me déplace encore. L'objectif d'Ambition, c'est de faire dialoguer les professionnels femmes de la finance avec des portraits, des parcours, des témoignages extrêmement intéressant. Vous retrouverez notamment des podcasts qui sont faits par la rédaction de l'AGFI et des papiers originaux. Donc toutes les semaines, n'hésitez pas, vous recevrez cette newsletter. Je crois que c'est le jeudi, Aurélie. Le mercredi. Mercredi, merci Aurélie. Voilà. C'est bien. Donc je ne suis pas encore complètement calé sur la périodicité, mais je sais que c'est hebdo et je sais que c'est maintenant le mercredi. Voilà. On vous souhaite avec Sébastien une bonne journée. Donc participez aux débats, aux conférences, aux ateliers, visitez aussi les partenaires qui sont là pour vous renseigner sur les emplois qu'ils proposent dans la finance. Et je laisse la parole à Aurélie. Merci beaucoup. Merci François. Bienvenue à tous et toutes. Et on va commencer par cette question qui nous anime dans cette newsletter chaque semaine. Est-ce que c'est plus facile de faire carrière dans la finance aujourd'hui quand on est une femme? Et justement, de très beaux exemples autour de moi ce matin de femmes qui ont brisé ce fameux plafond de verre dont on parle souvent,
souvent à propos d'un univers professionnel qui a la réputation d'être historiquement masculin. Mais les lignes bougent et on va en parler avec un très beau parterre d'invités qui en plus représentent tous les métiers de la finance, donc fort intéressant pour vous. Donc à ma gauche, Estelle Castres, Country Manager pour BlackRock sur la zone donc France, Belgique, Luxembourg, Monaco. Juste à côté d'elle, Anne Bizien, responsable du M&A pour Goldman Sachs à Paris. Et à ma droite, Annabelle Azoulay, Chairwoman Asset and Wealth Management pour la France et Head of Benelux Private Bank pour JP Morgan. Et puis enfin, Géraldine Trippner pour la Société Générale, donc Head of Financing de l'activité Global Markets. Donc, je le disais en préambule, cette question va peut-être commencer par là. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que les lignes ont bougé entre le moment où vous avez débuté votre carrière, mesdames, et aujourd'hui? Parce que j'aimerais qu'on envoie quand même un message aux jeunes femmes, peut-être qui se trouvent dans la salle et qui se questionnent sur cet univers professionnel. Donc, Estelle Castres, on va commencer par vous. Bonjour. Est-ce qu'effectivement, vous constatez un changement? Alors, merci Aurélie. Et d'abord, je suis ravie d'être ce matin avec vous. L'attractivité des talents, c'est un point clé pour BlackRock. Attirer les talents, les faire grandir. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je souhaitais participer ce matin. Alors moi, j'ai plus de 31 ans de carrière en finance. J'ai commencé en banque, en trader propriétaire. Au tout début des années 90, je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. On entendra tout à l'heure si ça a changé entre-temps. Et j'ai bougé en asset management à partir de 2001. Donc toute ma carrière en finance. Je fais beaucoup de mentoring et donc mes mentees aujourd'hui, très souvent donc des jeunes femmes, me disent il y a encore beaucoup de progrès à faire. Une chose est certaine, c'est qu'en 31 ans dans la finance, je peux vous dire que la place des femmes, elle a beaucoup changé. Pour la nouvelle génération, c'est quand même, vous avez une énorme chance d'arriver maintenant. Aujourd'hui, vous avez des rôles modèles. Je pense qu'on est là déjà on stage. Un premier exemple. Il y a des rôles modèles. On fait vraiment aujourd'hui beaucoup plus de place aux femmes. C'est vraiment des discussions qui sont engagées au niveau des boards, au niveau des COMEX. C'est des discussions dont on entend vraiment maintenant aujourd'hui énormément parler. Ça fait partie même des KPI des entreprises, hein, le gender diversity, donc les ratios hommes-femmes, même par âge, par fonction et autres. Ça fait vraiment partie aujourd'hui de ce que les analystes regardent pour les entreprises. Je peux vous dire que ça a énormément évolué, que cette évolution, elle a été vraiment réalisée dans les maximum 5 à 10 ans. Il y a eu une transformation totale de notre industrie avec une prise en compte et une identification que finalement une entreprise qui a plus de diversité, que ce soit homme-femme, mais toute la diversité au sens large, va être plus performante, plus innovante, plus créative sur le long terme. Voilà, c'est vraiment déjà les éléments clés. Donc il y a encore du chemin à faire. Mais on vient de très très loin. Et alors peut-être juste pour la petite anecdote, puisque j'ai aussi fait une partie de ma carrière à Londres quand j'étais trader, je peux vous dire que dans la salle des marchés, il n'y avait tellement pas de femmes que les toilettes étaient à l'extérieur, alors que pour les hommes, les toilettes étaient dans la salle des marchés. Donc ça vous montre juste qu'on vient de très très loin dans l'évolution de la présence féminine, y compris à des postes de leadership. Ça me fait penser au film Les Figures de l'ombre, ce que vous décrivez. Et je fais le lien avec Géraldine, la Société Générale, qui occupe aussi ces fonctions-là, en tout cas, dans ce métier du trading. Rassurez-nous, pour abonder dans le sens d'Estelle, ça a quand même changé en salle de marché, cette ambiance. Oui. Dès la réponse courte est oui, évidemment, ça a changé. Moi, j'ai commencé il y a plus de 30 ans. J'avais 20 ans, j'ai commencé en bourse. Au Palais Brognard, ça vous situe un petit peu, voilà. J'ai été 20 ans trader, et alors que j'ai pris ma retraite du trading, mais pas des marchés, ça je pense que je vais encore mettre longtemps, j'espère,
Je peux vous dire aujourd'hui que j'ai énormément de chance. Je considère que je suis quelqu'un d'extrêmement privilégié d'avoir pu évoluer dans cet environnement, peut-être au risque de mettre à mal certains clichés. Alors oui, évidemment, c'est un environnement qui est extrêmement masculin, qu'il était encore plus qu'aujourd'hui. Quand j'ai commencé à 30 ans, on était aussi dans une société d'il y a 30 ans. Remettez-vous la société il y a 30 ans versus la société d'aujourd'hui. Et donc j'ai évolué, alors évidemment, dans cet environnement masculin. Alors effectivement, des anecdotes comme celle-là, on en a, mais quand même très loin des clichés qu'on peut voir ici et là, qui ont été véhiculés par des films ou autres. Donc le loup de Wall Street, c'est pas la réalité. Non, c'est sympa à regarder, hein. Mais je me suis jamais réellement sentie... non. Je suis désolée, peut-être j'en déçois, mais non. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'une salle de marché, par construction, c'est un environnement dans lequel les relations sont extrêmement directes. Pourquoi ? Parce que l'horizon temporel, notamment quand on est trader de flux, le sujet verbe, ok, le complément, c'est pas tous les jours et sûrement pas à chaque moment. Ce qui veut dire que dans les interactions, c'est extrêmement direct. Vous vous remettez 30 ans en arrière avec énormément d'hommes. Il est vrai qu'à l'époque, c'était mieux d'être un peu tout-terrain, pas trop émotif et pas très inquiet si son voisin se mettait spontanément à parler un petit peu fort, de façon un peu virile. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Mais heureusement, ça a changé. Heureusement, ça a changé et les salles ont évolué, mais parce que la société a évolué également. On a suivi l'évolution de la société, Dieu merci. Et c'est important parce qu'en fait, on peut être un excellent trader sans être une grande gueule. Bon, alors j'en suis pas forcément un bon exemple, mais je vous assure, on peut être excellent trader sans être grande gueule, tout comme on peut être trader sans avoir fait de maths. Alors évidemment, pas trader de compte, mais voilà. Et donc ces clichés-là et ces petites choses qui restent, il faut qu'on continue à aller contre, à venir vous voir, et c'est une raison pour laquelle on a dans une ERG chez nous qui s'appelle Wim for All, donc je suis co-sponsor, donc au départ c'est Women in Market, vous allez voir l'évolution, maintenant c'est Women in Market for All, pourquoi ça s'appelle Wim for All. On dédie énormément de notre temps à aller chercher des talents et des talents féminins. Ça demande un vrai investissement, c'est-à-dire que voilà, il faut venir à la rencontre des étudiants, donc on organise énormément de rencontres avec les étudiants et les étudiantes. Et moi, j'ai encore aujourd'hui, quand je rencontre des étudiantes qui me disent « Ah là là, mais qu'est-ce qu'on est contente de vous avoir écouté, parce qu'en fait, non, on nous disait encore que c'était quand même pas trop pour les filles. » Et en fait, c'est pas vrai. Mais il faut venir à la rencontre, il faut avoir cette politique volontariste de venir expliquer ce qu'on fait. Et donc voilà, donc je suis très contente d'être là aujourd'hui pour avoir cette opportunité. Je n'en rate jamais une parce que je suis passionnée par ce que je fais et je suis définitivement convaincue que les femmes ont leur place aussi bien que les hommes. Et c'est ce qui fait la recherche de ce métier. Cette espèce de dynamisme qui existe en permanence et qui fait qu'on se renouvelle tout le temps. On n'a jamais une journée identique à celle de la veille. Alors, ça fait le lien justement avec cette question. Vous avez parlé de proactivité auprès des jeunes femmes, peut-être plus fortement que les jeunes hommes, mais de manière générale, auprès du pool de talents. Comment aller le capter et comment le diversifier, parce que c'est un enjeu effectivement pour les entreprises pour lesquelles vous travaillez. Je vais du coup me tourner vers Anne Bézien. Vous êtes une ex-ESSEC, si je ne me trompe pas, et c'est aussi une démarche dans laquelle vous vous inscrivez. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de comment, voilà, chez Goldman Sachs, vous allez aussi capter ces talents et ces talents féminins ? C'est une excellente question parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est d'avoir un pipe de talents qu'on va pouvoir recruter et également faire grandir. Donc chez nous, on a adopté une politique extrêmement volontariste parce que tous nos recrutements, c'est 50-50 et c'est obligatoire. Donc on est obligé d'avoir 50% de femmes recrutées chaque année en première année analyste. Ça a été un vrai changement, un vrai engagement. Et honnêtement, on n'a pas de problème à trouver des femmes. Les viviers, ils existent. Maintenant, ça demande quand même une démarche proactive pour aller les chercher. Donc, ce qu'on fait également, c'est aller parler dans les écoles, aller parler relativement jeune, dès la première année, quand les jeunes femmes arrivent dans les écoles, pour démystifier un peu la finance. Parce qu'il y a toujours énormément de préconceptions dans ces métiers. Et donc leur dire que c'est possible, que la culture a changé, qu'on n'est plus en effet dans les années 80-90, que les carrières existent, qu'on a maintenant des rôles modèles, qu'on arrive à être promu, à avoir des positions de management, de leadership, à évoluer.
également à concilier avec une vie familiale, personnelle, que c'est faisable. Et donc, on passe beaucoup de temps sur les campus. Tu parlais de l'ESSEC, mais c'est valable pour toutes les écoles dans lesquelles on recrute. On passe beaucoup de temps dans les campus à faire des événements dédiés pour aider les jeunes femmes à se projeter. Ça, c'est vraiment le premier élément. C'est les attirer vers nos processus de recrutement et ensuite pouvoir transformer tout ce pool de talents en première année analystes qui vont, on l'espère, rester toute leur carrière, ou en tout cas la plus grande partie de leur carrière dans nos métiers de la finance. Il y a encore quand même des a priori à casser, c'est ce que vous dites. Moi, je pense qu'il y a encore de la pédagogie à faire. Et c'est pour ça qu'on est là. Et je pense que toutes les 5, on est aussi passionnés pour casser, en effet, ces barrières. Il y a encore des a priori. Mais quand j'ai commencé il y a 25 ans, j'avais très peu de rôle modèle. Presque pas, en fait. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a une diversité de femmes dans les parcours, les métiers, mais aussi les parcours personnels, dont il faut parler, parce que c'est en se projetant que les jeunes femmes vont arriver à trouver leur propre voie. Donc oui, il y a encore des choses à dire. Et Géraldine, si vous pouvez aussi nous expliquer à la Société Générale comment vous êtes aussi dans cette démarche proactive. Peut-être effectivement dans les métiers de marché, il y a peut-être encore plus d'a priori, vous le disiez, pour les jeunes femmes. Donc comment on les dépasse pour capter et diversifier un peu son pool de talents? Oui, les clichés ont la vie dure, je l'apprends à personne. En revanche, l'évolution se construit un peu chaque jour, pas à pas. Et donc ça veut dire qu'on a inévitablement un horizon temporel qui ne peut pas être demain matin. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Et depuis la crise de 2008, on a fait face dans les marchés de la finance, enfin dans les métiers de la finance de marché, à, on va dire, un certain désamour, je dirais, du corps enseignant pour les activités de marché, probablement parce que placer leurs étudiants sur le marché était beaucoup plus difficile pendant un certain temps. Et donc ça, on en pâtit encore un peu. On se rend compte que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, et là pour le coup, c'est pas juste les étudiantes, mais inévitablement, ça impacte aussi le vivier d'étudiantes, sont plutôt poussés par leurs professeurs pour faire du M&A ou du financement d'infra que des activités de marché financier. Le deuxième point, c'est on a des activités et des métiers qui sont très spécialisés, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre, mais ce qui veut dire que quand vous cherchez quelqu'un pour un poste en particulier, si vous cherchez un senior, bon courage pour trouver une femme. Vous risquez d'avoir très peu le choix. En revanche, la concurrence va être là parce que nous avons peu ou prou tous les mêmes enjeux et les mêmes problématiques. Et donc, ça veut dire, quand vous rajoutez à ça le milieu dans lequel on est, et l'historique, le poids de l'histoire qui fait qu'on a quand même si ça va beaucoup mieux, on a encore assez peu de femmes à projeter, en tout cas pas suffisamment, vous arrivez avec effectivement une déficience dans votre pool de femmes, et c'est pourquoi il est absolument clair et clé d'aller chercher des jeunes femmes. Alors nous, on est peut-être un peu moins avancé, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, peut-être parce qu'on est une banque française, mais cette volonté du 50-50, elle est claire. Sur les activités de marché, soyons très honnêtes, je vous mentirais si je vous disais que dans 2 ans, on y est. C'est pas vrai. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on se donne des objectifs d'être à 50-50 sur nos viviers, alternants, VIE, stagiaires. Ça, on peut. Comme vous venez de le dire, les ressources sont là, il faut aller les chercher. C'est beaucoup de temps, c'est un vrai investissement, mais nous ne pouvons pas faire cette économie-là. Et en plus, ce qui est hyper sympa, c'est que les collaborateurs ont envie de le faire. C'est-à-dire que quand vous dites, t'aurais pas un peu de temps, déjà, ils commencent à vous regarder. Non, j'ai pas de temps et tu le sais très bien. En revanche, quand tu dis, ok, mais j'aimerais qu'on aille dans les écoles, est-ce que tu veux pas me donner 2 heures de ton temps pour aller pitcher nos métiers? Et puis, il y a des jeunes femmes, là, ils me disent, bon, ok, allez, viens, on y va, c'est cool. Et au-delà des collaborateurs, parce qu'on peut pas être 3 à faire ça, c'est pas possible, ça prend beaucoup de temps. On a la chance d'avoir une RH chez Marc et donc chez Global Market et un top management pour qui c'est fondamentalement important. Oui, il y a des KPI. Oui, ils sont pas les best in class là-dessus, mais c'est pas juste pour leurs KPI. En fait, on sent qu'ils ont vraiment, c'est quelque chose qui leur tient à cœur et on voit vraiment l'impact concret. Ça nous donne à nous les moyens d'aller faire des choses et d'imposer certaines choses parce qu'effectivement, il y a du change management. Et encore une fois, les Français sont souvent des bons villages gaulois, vous le savez. Et donc, aller faire changer les mentalités de nos amis traders, c'est pas toujours simple. Mais c'est vraiment en cours de route. Et oui, il faut être volontariste, mais ce qui est cool, c'est qu'on l'est et que je crois que tout le monde a envie de l'être en plus. C'est pas coercitif, on va dire.
Alors, Annabelle, on ne vous a pas encore entendu, mais sur le métier de la banque privée, c'est peut-être, on parlait des politiques des banques américaines et de ce 50-50. Je crois que le métier de la banque privée est quand même assez féminisé de base. Vous avez plutôt tendance à perdre les femmes en cours de route. On parlait de ce problème de quand on cherche aussi des femmes seniors et quand on cherche à les faire évoluer. Oui, alors bonjour à tous. En effet, moi je suis dans un métier qui est la banque privée. Ce n'est pas une image d'Épinal que c'est plus féminin. Il y a beaucoup de femmes. De la même manière en fait que mes camarades, on essaie toujours d'avoir 50% de femmes au démarrage. Mais même si c'est un métier plus féminin, comme le dit Aurélie, on les perd quand même en cours de route. Et donc, le gros enjeu, et je pense que c'est valable pour tout le monde et pas uniquement pour la banque privée, c'est de retenir les femmes à des moments charnières tout au long de la carrière. Et donc, pour ça, en fait, notre manière de faire, c'est d'avoir un management très actif, justement pour aider les femmes dans l'évolution de leur carrière. Et ça veut dire quoi, un management très actif? Ça veut dire, en fait, être proactif dans ce qu'on appelle les talent reviews. Donc, lorsqu'il y a des promotions, évidemment, c'est de bien regarder si l'ensemble des femmes sont prises en compte pour ces promotions. Lorsqu'il y a de nouveaux postes ouverts, c'est également des postes ouverts en interne, de leur proposer et d'être sûr qu'il y a toujours des femmes qui sont considérées, parce que ce ne sont pas elles qui vont lever la main proactivement pour ces postes-là. Ça, c'est certain. Elles vont être beaucoup plus timides dans ces éléments-là. Et également, voilà, quand on cherche de nouveaux talents, de toujours penser à nos femmes qui sont dans les équipes. Donc c'est vraiment un management proactif. Et nous, on s'engage, notamment au bureau de Paris, à avoir l'ensemble du senior management qui regarde de manière proactive tous les ans l'ensemble des femmes, l'ensemble du pool des talents, et d'anticiper cela pour ne pas les perdre et ensuite regretter. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, évidemment, on l'a déjà évoqué, le rôle modèle, c'est clé. Pourquoi ? Parce que ça donne vraiment cet exemple et ça donne cette aspiration, et ça permet aussi aux femmes qui n'ont pas forcément ces jobs-là de se dire je peux y arriver. Et quand je dis le rôle modèle, c'est vraiment des postes qui sont des postes générateurs de revenus, c'est des postes importants avec des responsabilités, des postes de CFO, des postes de responsables de business, des postes de CEO, et ça donne vraiment cette aspiration-là. Et nous, on essaie chez JP Morgan aussi de montrer l'exemple au plus haut niveau, parce que dans notre operating committee au niveau monde, l'operating committee de Jamie Dimon, on a 41% de femmes qui sont à des postes clés. Donc ça aussi, c'est vraiment ce que j'appelle l'aspirationnel. Et donc, il faut pouvoir donner envie aux femmes qui sont avec nous de se projeter. Donc ça, je pense que c'est clé aussi dans la rétention des talents. Alors justement, Anne, je voulais aussi vous demander chez Goldman Sachs, est-ce qu'effectivement, je pense qu'on retrouve un peu la même politique que chez JP Morgan, mais vous me disiez quand même, le problème, c'est la rétention des talents, parce que ces jeunes femmes, elles se font chasser. Absolument. C'est probablement notre enjeu numéro 1, c'est que je pense qu'on forme très bien nos jeunes, hommes ou femmes. On a les mêmes programmes de formation. Et en fait, comme il y a des déficits de talents féminins dans certaines industries, chez nos clients, que ce soit les entreprises, mais aussi tout l'univers de l'asset management et des fonds de private equity de la place de Paris en particulier, on se fait chasser énormément nos talents féminins. On perd très peu à la concurrence, mais on les perd en adjacence en fait de nos métiers. Donc pour nous, l'enjeu, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Annabelle, c'est vraiment de leur démontrer que les carrières dans les banques, c'est des carrières à très long terme, très diversifiées, très intéressantes, et qu'elles peuvent tout à fait bien réussir en restant en banque versus aller dans d'autres métiers. Mais là, en effet, elles se font énormément chasser. Alors, on a des programmes qui sont assez similaires à ce qu'Annabelle a évoqué, de talent review, de rôle modèle. On essaye aussi d'être très actifs dans nos réseaux. Tu mentionnais Win for All. On a également un réseau féminin ouvert à tous et toutes. Et ça, la capacité à travers les divisions, à se parler, à échanger sur les problématiques, à donner de la perspective, à donner des envies ou des possibilités de mobilité interne à travers les divisions, à travers les géographies. Pour nous, c'est
on espère en tout cas une autre façon de pouvoir leur donner de la perspective et donc de la rétention. Mais la rétention, c'est... Le recrutement, je pense qu'on fait mieux, mais la rétention reste un enjeu dans notre métier. Alors, Estelle, la gestion d'actifs a été présentée à l'instant comme un potentiel vivier pour piquer des jeunes femmes à la banque d'affaires. Est-ce que vous avez aussi ce problème d'aller capter les talents et de les retenir ? Alors bien évidemment, l'attractivité, conserver les talents et les faire grandir, c'est la clé. Je vais peut-être rebondir sur plusieurs éléments qui ont déjà été soulignés là. Nous, on va aussi, comme aujourd'hui, voir des grandes écoles, des universités, etc. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait même commencer beaucoup plus tôt. Donc nous, maintenant, on a des initiatives, que ce soit Inspiring Girls ou Startup for Kids, puisque n'oubliez pas que BlackRock, c'est de l'asset management, mais c'est aussi une fintech. Et donc, attirer des jeunes talents féminins dans les métiers de la tech, c'est également clé pour arriver à de la diversité. Donc on va maintenant même dans des collèges, des lycées, pour aller expliquer ce que c'est que les métiers de la finance, les métiers de la tech, montrer que ça peut être aussi des métiers féminins et qu'on peut avoir des métiers absolument passionnants. Et puis c'est aussi des premières bases de la finance, parce que plus on commence tôt, plus on aura cet automatisme de se dire c'est pas parce que je suis une femme qu'il faut pas que je m'occupe de mes budgets et que je place mon propre argent. Donc c'est vraiment toutes ces initiatives qu'on lance. Alors bien évidemment, après, nous on fait également dans le graduate programme, on fait même pas du 50-50, on fait maintenant du 55%. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi de la perte en ligne de jeunes femmes à un moment donné dans leur carrière. Je pense que globalement, on est plutôt bien maintenant sur les nouvelles générations et justement ce côté graduate où on a vraiment forcé le trait pour arriver à avoir plus de femmes. Globalement, dans ma région, donc France, Belgique, Luxembourg, j'ai un exco qui est à grande majorité féminine. Donc je pense qu'on prouve et on montre avec beaucoup de rôle modèles qu'il y a énormément de femmes qui peuvent aussi être à des postes de leadership. Pour nous, le gros challenge aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais le ventre mou, ou en tout cas le milieu, c'est-à-dire faire grandir les futurs leaders féminines, donc tout ce qui va être des postes VP Director. Et donc là, on a également un network femmes donc qui s'appelle WIN In Network, qui est le plus gros network chez BlackRock. C'est 5000 personnes dans le monde, donc imaginez 5000 personnes sur 20 000 personnes que compte BlackRock. C'est vraiment un network qui est très important. Et ce qui est important, et je suis ravie de voir que dans cette salle, il n'y a pas que des femmes, mais il y a également beaucoup d'hommes, c'est que dans ce network, on a vraiment ces Women and Allies, c'est-à-dire les alliés. Et la diversité, on va y arriver qu'en le faisant ensemble. Et ça, c'est un point très important. Et donc, dans ce network, on accompagne vraiment les femmes à tous les niveaux, que ce soit la graduate qui vient juste de rentrer chez BlackRock jusqu'à la director qui voudrait devenir MD. Donc, il y a vraiment des formules différentes. On va coacher des femmes pour rentrer dans des boards. On a fait toute une session aussi de programmation, donc comment faire du Python pour que les femmes aussi... On casse vraiment tous les tabous en mode, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de métiers qui ne sont que des métiers d'hommes, tout ce qui est coding, tech, encore une fois. Et ça, je pense que c'est aussi extrêmement clé, c'est casser tous les tabous possibles et imaginables dans le monde de l'entreprise. Merci Estelle. Du coup, je fais le lien avec Géraldine. Est-ce qu'il y a chez les banques françaises un peu plus de retard à l'allumage ? On l'a vu chez les banques américaines, il y a ce 50-50. Chez vous... Estelle, c'est même 55, donc là, on est très volontariste. C'était peut-être plus difficile dans les métiers de marché, peut-être qu'on part un peu plus loin. Mais voilà, comment le management s'implique quand même Alors, effectivement, vous l'aurez compris, nous, on cumule les challenges, mais ça nous motive, on va dire ça comme ça. Parce qu'évidemment, nous aussi, on a des problèmes de rétention. Non seulement il faut qu'on aille les chercher, on n'en a pas, mais en plus, on a des problèmes de rétention. Mais je crois que sur le point de la Banque française... La culture de la diversité, évidemment, elle est chez nous, mais cette notion de discrimination positive, je pense qu'elle est quand même plus acceptée, en tout cas depuis beaucoup plus longtemps, dans les sociétés des pays anglo-saxons qu'en France. On y vient, mais ça reste encore
peut-être plus difficile chez nous, et on sent, enfin, avec les collaborateurs, qu'il faut être extrêmement vigilant, faire très attention aux éléments de langage. En aucun cas, on veut entendre « non mais de toute façon, on ne te prend pas la tête, c'est terminé, ce sera forcément un homme qui aura le job ». Parce que c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai. Je vous l'ai dit au départ, hein, les activités de marché, c'est un environnement qui est extrêmement... c'est le culte de la performance, avec l'ajustement du risque au plus serré. Enfin, c'est vraiment ça qui va driver les activités de marché, hein. C'est la performance et la gestion du risque. C'est là-dessus qu'on se base. Et donc, quelque part, ça transparaît aussi dans notre gestion des jeunes femmes et du talent féminin. Alors oui, évidemment, on a, pareil, dans Women for All, des accompagnements qui vont... du coaching, du mentoring, on fait du co-développement, on va faire des cycles de conférences. Néanmoins, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'effectivement, il faut aller un cran plus loin et il faut s'occuper de la carrière de ces jeunes femmes. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des biais. Vous, moi, nos voisins, on a tous des biais. Ils sont inconscients. Il y a très peu de gens aujourd'hui, très peu d'hommes aujourd'hui qui ne veulent pas promouvoir des femmes. C'est pas vrai. En revanche, parfois, ils ne vont pas se rendre compte qu'ils ont des biais. Un exemple, quand vous devez grandir au poste où vous êtes et que vous êtes donc 100% plug and play, ça ne viendra pas à un homme de se dire « Ah ben non, je vais mettre un homme ». Non, c'est une évidence. Et ils sont même très contents de trouver une femme plug and play à promouvoir. Le problème, c'est qu'en fait, ça marche dans une activité, dans une économie qui est en expansion, en très forte expansion. Aujourd'hui, nous, les marchés de la finance sont des métiers, en tout cas dans les salles de marché, où on est mature. C'est une industrie mature. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la croissance, elle se fait peut-être avec des pas de côté. Quand vous voulez devenir top manager, votre fil rouge, il est là-bas. Si vous restez assis ici en vous disant que le fil rouge, il va venir à vous, ça va être compliqué. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire des pas de côté. Et c'est là que rentrent en jeu ces biais. C'est-à-dire que si vous n'avez pas... Et quand vous faites des pas de côté, forcément, vous n'êtes pas 100% plug and play. Et clairement, une femme, je ne divulgue aucun secret, va avoir plus de mal à se mettre en avant. Elle va avoir peut-être un peu plus, sans tomber dans le cliché, un peu plus, c'est la caricature, un peu plus le syndrome de l'imposteur et de la bonne élève. Donc là, il faut l'aider via le coaching and co. Mais il faut également aller... Et ça, c'est les biais qu'elle peut avoir, elle, mais il y a également les biais de l'autre côté du miroir, le biais des hommes, qui est, en fait, si tu n'as pas quelqu'un de plug and play, nativement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre quelqu'un, souvenez-vous, le culte de la performance et la gestion du risque. Vous allez prendre qui ? Quelqu'un que vous connaissez et qui vous ressemble. Et donc, quand vous êtes dans un environnement qui est aujourd'hui masculin, un homme va naturellement, mais sans s'en rendre compte, sans le faire exprès, avoir tendance à vouloir, non pas promouvoir, mais faire évoluer un homme. Et donc là-dessus, on travaille énormément justement sur comment est-ce que chacun prend conscience de ses biais, nous les femmes, mais les hommes aussi. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut être vigilant, parce que je pense qu'en tant que femme, on peut aussi, alors nous on est très très loin, mais on pourrait éventuellement tomber dans ce biais également, de se dire, finalement je vais faire pareil, je vais reproduire ce côté rassurant quelque part de quand vous devez nommer quelqu'un à un poste où vous dites qu'il n'a pas 100% parce qu'il n'est pas plug and play. Et c'est aussi comme ça qu'on fait des carrières. C'est en se disant, je vais faire des pas de côté, je vais faire des zigzags parce que j'ai pris un risque perso d'aller changer de pays. Vous êtes vendeur, votre valeur ajoutée, votre fonds de commerce, c'est votre portefeuille client. Quand vous vous dites, je veux bien lever la main pour partir à l'autre bout du monde, vous partez sans vos clients. Alors il y en a d'autres, mais ils ne sont pas les vôtres. Et donc, vous prenez un risque. La banque prend aussi un risque. Et donc, quelque part, c'est l'acceptation de ce risque à chacun qu'on travaille en se disant, voilà, évidemment, on ne peut pas le faire pour tout le monde. C'est pour ça que je pense que les mots talent ont été énormément évoqués. Et c'est fondamental, il faut en sourcer plus. Et là, c'est ce qu'on disait au départ sur sourcer des talents. Et pour les conserver, voilà, c'est comment est-ce qu'on va aussi aller lutter contre ces biais. Et Women for All est quand même très actif également là-dedans, parce que, oui, nous aussi, on se fait piquer beaucoup de femmes. Annabelle, je vous invite à réagir. Je pense que toutes les femmes ici ont parlé de l'implication du management, du mentorat. Voilà. Est-ce que vous partagez cette expérience-là chez JP Morgan ? Est-ce que les femmes doivent être un peu davantage poussées ou coachées ? C'est ce qu'on entendait face à ce syndrome de l'imposteur parfois. Oui, je pense qu'en effet, tout le monde a besoin d'être coaché, homme ou femme. Mais pour moi, en fait, le management et donc la figure du management est clé.
C'est-à-dire que, en fait, lorsque vous êtes une femme, et tu l'évoquais à l'instant, on se répète, mais on n'a pas forcément l'intuition du futur poste. Et donc, le coaching, je le rapproche quand même du management. C'est extrêmement important d'avoir des managers qui ont la vision de leurs équipes et qui vont pouvoir identifier en fait les qualités et peut-être que, comme le disait Géraldine, la femme n'a pas toutes les qualités aujourd'hui, mais pouvoir identifier qu'elle a un certain nombre de qualités et qu'elle va pouvoir en développer d'autres. Et donc ça, c'est aussi une prise de risque du management, prise de risque qui peut être calculée et aidée par du coaching, justement. Et donc, le rôle du manager est vraiment fondamental et clé. Et donc, notre mission, c'est d'aussi coacher ces managers pour qu'ils puissent identifier les femmes, pour qu'ils puissent leur donner ces opportunités-là. Donc, je rapproche le coaching du management. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut aussi donner un coup de pouce, toujours. Et donc, il y a un certain nombre de secteurs où, on le disait tout à l'heure, dans les métiers de la finance, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes et il faut aider. Et je prends l'exemple du private equity, qui n'est pas le métier dans lequel je travaille, mais si vous regardez le private equity, il y a très peu de femmes, et notamment quand il s'agit de lever des fonds et qu'il s'agit de lancer son propre fonds, mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de femmes qui le font. Et donc nous, par exemple, chez JP Morgan, on a lancé une initiative qui s'appelle Spark, qui est un fonds qu'on lance avec BPI France, et qui va en fait proactivement investir auprès des nouveaux managers private equity qui sont des femmes, et créer en fait cet écosystème pour lancer plus et pousser plus, justement donner ce coup de pouce à toutes ces femmes qui veulent se lancer, qui ont toutes les compétences, mais qui soit n'osent pas, soit ne sont pas forcément écoutées ou reçues par les investisseurs. Et donc c'est un fonds qu'on lance, dans lequel on met, nous, 50 millions d'euros, la BPI met 10 millions, et on a un certain nombre de partenaires. BNP nous rejoint aussi avec 10 millions. Donc voilà, il y a Ardian aussi, donc c'est pas un fonds exclusif. LVMH, voilà, on a Française des Jeux, donc c'est pas du tout une initiative exclusive JP Morgan, même si on est à l'initiative. Et donc en fait, on veut faire bouger les lignes aussi là-dessus. Et ça, c'est important, c'est ce que j'appelle le coup de pouce, et il faut vraiment pousser pour faire bouger les lignes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une initiative qui a inspiré ce que fait JP Morgan aux États-Unis, si je ne me trompe pas, le fonds Spark, mais avec cet angle davantage diversité. Exactement. Qui est peut-être davantage difficile à répliquer en France, parce qu'on parlait de talent féminin, il y a aussi les origines et les parcours divers, et on avait parlé également avec Géraldine sur ce que vous faites à la Société Générale aussi, au-delà du prisme uniquement féminin, mais c'est peut-être plus difficile parce que, bon, notamment, on a un rapport à la diversité, notamment ethnique en France, qui est différent, mais est-ce que malgré tout, voilà, ça vous inspire dans ce que vous faites dans l'Hexagone aussi? Tout à fait, parce que, comme vous le dites, Aurélie, c'est pas forcément public, mais la diversité de genre, c'est évidemment c'est clé et on peut tous le calculer. Mais ce qui est très important, c'est d'être représentatif des communautés dans lesquelles on vit. Et donc, aussi bien au niveau du recrutement que de la rétention, il faut pouvoir être représentatif de nos communautés. Pourquoi c'est important? Parce que c'est des pays dans lesquels on vit, c'est des clients avec lesquels on travaille. Et donc voilà, c'est aussi clé. On ne peut pas forcément le mesurer partout. Aux États-Unis, on le fait. Et donc c'est pour ça que notre fonds Spark US, il est au-delà de la diversité féminine. Mais implicitement, voilà, il faut le faire aussi sur tout ce dont on a discuté aujourd'hui. C'est pas que les femmes, c'est aussi de manière plus large, voilà, la diversité de manière générale. Oui, la diversité de parcours. Je vous invite à réagir à ça, Géraldine, parce qu'on avait parlé en préparation du fait d'aller chercher des profils. Il y a peut-être un profil type école d'ingénieur, les maths, quand on parle de salle de marché. Il n'y a pas que Polytechnique ou les grandes écoles d'ingé. Exactement. Et clairement, il y a véritablement, et là on a énormément de chance parce qu'on a un de nos co-aides de Global Market qui revient des États-Unis où il a passé presque 15 ans. Et donc, il me dit tout le temps, mais c'est très bien, mais quand est-ce qu'on va dans les autres facs? Je dis, bah oui, mais il me faut un peu de temps. Et donc, clairement, oui, bien sûr. Alors, encore une fois, c'est peut-être très franco-français, mais je pense que
le Brexit, quelque part, nous a aidés. C'est-à-dire que d'avoir nos compétiteurs et néanmoins amis qui soient plus présents sur la place de Paris et donc, quelque part, qui viennent plus chasser dans nos viviers, nous a un petit peu réveillés en plus. Et donc, ça veut dire que, quelque part, on est véritablement obligé de se dire, mais ok, non, on peut tout à fait être trader quant sans sortir de Polytechnique. Alors non, pas sans faire de maths, hein, qu'on soit d'accord. En revanche, sans sortir de Polytechnique. Et il y a des gens extrêmement bons en maths ailleurs. Ce qui n'enlève rien à la qualité de cette école, bien sûr. Et donc voilà, mais ça demande, on le disait au début, ce sont des politiques qui sont extrêmement volontaristes, qui demandent énormément de temps parce qu'il faut aller à la rencontre des étudiants, il faut passer du temps avec eux. Et donc, j'ai envie de dire, les écoles, c'est facile. Hop, vous allez une fois, vous savez où vous allez, ils vous organisent ça aux petits oignons. Quelque part, c'est plus simple. Quand on va dans les facs, il faut trouver le bon master. Parce qu'encore une fois, avec des profils, on a besoin de profils très spécialisés. Et donc, au-delà du biais qu'il pourrait y avoir, il y a vraiment comment est-ce qu'on identifie le bon master qui va avoir pour tel et tel type de métier qu'on a, le bon profil. Et donc, on y vient, on y travaille, mais c'est vrai que ça prend du temps. Mais pareil, on ne peut pas le laisser de côté. Et oui, bien sûr, c'est fondamental. De toute façon, je veux dire, regardez, si le trading, à la fin, il faut avoir plus souvent raison que tort. Le problème, c'est que si tout le monde pense la même chose, quand vous avez tort, vous êtes peinard, vous avez tous tort en même temps, et là, ça devient problématique. Alors que si vous avez des gens qui pensent différemment, peut-être qu'avant de tout aller dans le même sens, on va peut-être se dire qu'on a peut-être raté quelque chose si tout le monde n'est pas d'accord. Oui, ça peut être utile, on l'a vu par le passé. Excusez-moi, dans ces activités. Alors, je change de sujet, je reviens quand même sur une question purement féminine, mais peut-être que les jeunes femmes dans la salle ne se projettent pas autant, mais il y a un moment qui est souvent présenté comme un moment de rupture, c'est le moment où on a des enfants, le congé maternité. Vous le disiez en préambule, Anne, quand on aide les jeunes femmes à se projeter, c'est pour leur dire aussi que c'est possible, qu'on peut avoir des vies familiales et des vies privées tout en étant dans ces métiers très exigeants de la finance. Ceci dit, ça vaut aussi pour les hommes. Et voilà, je voulais vous faire réagir à ça. Vous me disiez, voilà, il y a 20 ans, dans le M&A, femmes qui partaient en congé mat, il y en a beaucoup, elles ne revenaient pas. Parce que c'est exigeant, il y a des gros volumes horaires. Est-ce que rassurez-moi, ça a changé, la société a changé? Ça a complètement changé et c'est très bien comme ça. En effet, quand j'ai commencé il y a 25 ans, elle tombait enceinte et elle ne revenait pas. C'était assez traumatisant quand même de perdre tous ces managers féminins. Ce n'est absolument plus le cas. Je pense que nos organisations collectivement ont compris que c'était une étape essentielle de la vie des salariés et qu'il fallait les accompagner et que c'était une aberration de perdre des talents à ce moment de la vie. Et donc, je pense, en tout cas pour nos organisations, que maintenant, il y a des processus qui ont été mis en place. On sait très bien gérer ça. Un congé, c'est quelques mois dans une vie professionnelle extrêmement longue, donc ça ne peut absolument pas déterminer ni une promotion, ni un avancement, ni une trajectoire. Et donc, on a mis en place vraiment des cellules qui sont gérées par les ressources humaines et les managers pour accompagner l'avant et l'après, parce que le retour est important. Donc, c'est vrai qu'il y a eu en 25 ans une transformation à 180 degrés de l'approche des congés maternité, et c'est très bien. Moi-même, j'ai eu deux enfants en faisant du M&A et tout se passe très bien. Et la deuxième chose aussi qui est hyper importante, c'est qu'on a mis en place des congés paternité. Et ça, c'est bien pour les hommes et pour les femmes. Parce que la parentalité, en fait, il faut parler maintenant de parentalité, elle est au cœur de la vie de nos collaborateurs, de nos jeunes talents, et il faut l'accompagner. Et je pense que maintenant, cet accompagnement global va nous permettre d'avoir plus de diversité à terme dans nos équipes. Donc oui, ça a radicalement changé pour le mieux. Estelle, je vous voyais acquiescer. Vous me disiez en préparation, ça va au-delà juste du congé mat, c'est aussi gérer les trous dans une carrière
Et c'est là-dessus aussi qu'il faut accompagner. Tout à fait. Alors déjà, je reviens peut-être juste sur déjà le congé parental, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit dans la nouvelle génération, les hommes prennent leur congé parental. J'ai le cas aussi dans mes équipes de quelqu'un qui, justement, pour que sa femme puisse retourner travailler, a pris même un congé de 4 mois pour que, justement, elle puisse aller travailler. Nous, on a aussi conscience que, je le disais tout à l'heure, on a à un moment donné une perte en ligne d'un certain nombre de femmes. Donc, justement, on fait très attention au retour de congé maternité et particulièrement du premier enfant, parce que là, c'est quand même un peu un choc. Moi-même, j'ai eu 3 enfants. C'est effectivement un choc, le retour, surtout pour le premier. Donc ça, on fait très attention. Après, on a aussi conscience qu'on peut avoir des cassures dans sa carrière pour diverses raisons. Et on a un programme qui s'appelle Return et qui est justement fait pour des femmes qui ont quitté le monde du travail pendant 4, 5, 7, 8 ans. Et on leur refait tout un coaching, tout un programme d'accompagnement. On a également un programme vétéran. Alors, ce n'est pas forcément que pour les femmes, mais c'est par exemple des anciens militaires, des anciens sportifs. On a des sportifs de très haut niveau, des anciens champions olympiques qui sont aujourd'hui brillants et font une brillante carrière chez BlackRock. Donc, il y a plein de formules différentes pour faire revenir des gens qui n'étaient pas forcément dans la finance et où ont eu des trous de carrière importants. Et ça participe aussi à cette diversité dont on parlait, très important dans une entreprise. Merci à toutes et on va continuer sur ce sujet de la féminisation et des carrières féminines avec une nouvelle invitée qui, je pense, a des points communs, bien qu'un parcours très différent, mais je la voyais acquiescer. C'est Marion Longchambon, directrice générale de Domo Finance. Donc, bienvenue Marion. Oui, cette chaise est cassée. Je vous invite à prendre celle-ci. Ce sera mieux. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je vais peut-être présenter Domo Finance en quelques mots. C'est la co-entreprise donc, de BNP Paribas Personal Finance et de EDF qui est spécialisée dans la rénovation énergétique. Donc, vous voyez, encore une diversité de ce qu'on peut faire dans la finance. Et donc, Marion, oui, je le disais, vous avez un parcours un peu différent parce que vous avez débuté dans l'industrie comme juriste M&A. Donc, vous avez connu aussi le switch de cette industrie qui était d'ailleurs très masculine au monde de la banque quand vous êtes entré chez BNP Paribas Personal Finance. Est-ce que vous vous attendiez à mettre les pieds dans un monde qui était aussi masculin que ça? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Alors, je ne m'y attendais pas. Et pour être très honnête, alors déjà, je voulais juste mettre en avant, parce que vous l'avez dit, et c'est très important pour moi. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux partager aujourd'hui. Moi, j'ai fait une fac de droit. Je n'ai pas fait de finance. J'ai fait un master en école de commerce, mais 1 an. Et donc, on peut diriger un établissement financier. Alors, évidemment, je ne fais pas des salles de marché. Je fais un métier qui est très, très différent du panel. J'ai fait la fac. Voilà. Donc, on peut faire la fac. Et moi, je ne m'attendais pas à retrouver autant de polytechniciens dans la banque que dans l'industrie. Parce que je travaillais chez Areva, donc dans le nucléaire, évidemment, il y avait beaucoup de polytechniciens. C'est mieux quand même pour les centrales nucléaires. Mais dans la banque, je ne m'y attendais pas. Et on en est vraiment entouré. Donc, il y a des femmes qui évoluent. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de femmes polytechniciennes et que des femmes polytechniciennes. Je pense que c'est quelque chose dont le groupe BNP Paribas s'est vraiment rendu compte. Ils travaillent dessus. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont rentrées au COMEX de BNP Paribas ces dernières années. Et la directrice générale de Personal Finance, qui est l'entité à laquelle je suis rattachée, est une femme qui œuvre beaucoup pour la féminisation des marchés. Elle est polytechnicienne, mais elle s'ouvre à d'autres choses et j'en suis la preuve vivante, puisque moi, j'ai été extrêmement accompagnée par les programmes de talent management de BNP Paribas. On m'a donné ma chance et je suis exactement le profil que vous décriviez, l'outsider à laquelle on ne pense pas, qui ne remplit pas les cases. Et alors, est-ce que vous avez quand même dû vous adapter à cette donne? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est revenu dans les propos qu'on a échangés ici, et d'ailleurs les femmes que j'interviewe régulièrement me le disent, il y a ce syndrome de la bonne élève, tout calculer en permanence, être sûr qu'on est légitime à 100% pour un poste, et le syndrome de l'imposteur, qui, dans votre cas, en étant outsider, était peut-être
peut-être un peu plus prononcée aussi. Exactement. Alors, j'y ai réfléchi il n'y a pas très longtemps. C'est exactement ce que vous disiez. Je pense qu'on ne se projette pas assez quand on est une femme. Et moi, on est venu me chercher. J'ai eu cette chance. Ma première action quand on m'a proposé le job que j'ai aujourd'hui, c'est « Ah, mais non, mais pas du tout, en fait. Je ne vais pas du tout pouvoir faire ça. » Bon, ça a duré une soirée. Je me suis fait recadrer gentiment par mon mari, qui m'a dit « Pas du tout, tu vas y aller. Tu vas y aller vraiment. » Et en fait, à la minute où il m'a dit ça, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, je voulais y aller. Je voulais y aller. C'est juste que je ne me le disais pas à moi-même. Je voulais y aller. Et alors après, à la seconde suivante, j'ai rien lâché, c'est-à-dire que ce job, je le voulais. J'étais dans la liste des candidates. J'avais en face de moi des gens qui étaient certainement plus légitimes par leurs études, par leur parcours, mais je n'ai rien lâché. Et par contre, et ça, je l'ai eu dans plein de jobs à chaque fois, parce que j'ai fait des grands sauts, donc j'ai toujours eu ce moment de descendre dans le vide. À la minute où j'arrive, là, je l'ai, le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que les 6 premiers mois sont extrêmement durs. Parce que les 6 premiers mois, quand vous êtes l'outsider qui ne rentre pas dans la case, tout le monde vous regarde en se demandant quand est-ce qu'elle va se casser la figure. Et ça, je ne sais pas si on l'a plus quand on est une femme, mais en tout cas, je pense que beaucoup de femmes se mettent plus de pression que les hommes dans un moment comme ça. Donc moi, voilà. Mais ça dure que 6 mois. Donc n'ayez pas peur, 6 mois dans une vie, ce n'est rien. Et alors, vous m'avez dit aussi quelque chose d'intéressant en préparation, c'est qu'on a peut-être une image un peu standardisée aussi des cases auxquelles on doit correspondre pour exercer tel ou tel métier. Aussi parce que voilà, il y a des parcours académiques, des parcours types qui ont longtemps été privilégiés. Et ça va peut-être au-delà. C'est-à-dire qu'en termes d'image et de ce qu'on est, vous m'avez dit l'importance finalement, c'est de rester ce qu'on est. Oui, parce qu'en fait, quand vous restez vous-même, finalement, vous revenez dans votre zone de confort. Et être à l'aise sur ses appuis, c'est quand même bien quand vous faites un petit saut dans le vide et vous prenez un nouveau challenge. Donc ça, je pense que souvent, on m'a fait comprendre. Alors moi, je suis quelqu'un d'extrêmement joyeux. Et ça aussi, c'est important pour moi. On peut être joyeux et en étant sérieux. Je vous assure, c'est possible. C'est vraiment possible. On peut passer des bons moments, être heureux dans l'entreprise avec les gens avec qui on travaille. Et c'est pas parce que vous êtes joyeux que vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux, que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable. Et donc, finalement, au début, j'ai essayé de me donner un rôle quand j'ai pris ce job. Et puis, j'ai pris mon job en mars 2020. Donc, avec un bon sens du timing, le Covid. Donc, la réalité s'est vite rappelée à moi. Donc, je dirige aujourd'hui 120 personnes qui sont des gens qui viennent d'horizons très différents, des centres d'appel, des cadres, des commerciaux, très masculins pour le coup. Moi, j'ai du mal à recruter des commerciaux dans le métier financier qui soient des femmes. Et finalement, je suis revenue à moi-même. Donc moi, je suis quelqu'un qui est assez féminine, qui aime bien m'habiller, me maquiller. On peut faire ça en restant égal à soi-même et en apportant tout le sérieux qui va bien. Et je pense que c'est même encore plus puissant parce que des fois, on ne vous voit pas arriver. Oui, je vois tout à fait le phénomène que vous décrivez. C'est valable aussi pour d'autres métiers. Et alors, dans les fonctions managériales, ça peut aussi être un défi. Vous disiez 120 personnes, des équipes masculines. Voilà, comment vous avez abordé aussi ce défi du management ? Je pense qu'il y a, l'une de vous l'a évoqué, c'est important aussi de travailler avec les hommes. Parce que je pense que là, on est dans une génération où, en tout cas, moi, chez BNP Paribas, je l'ai vraiment vu, ils ont l'impression d'avoir une perte de chance. Et qui n'est pas totalement fausse, parce que comme on travaille tous, et BNP Paribas est très vigilant aussi aux quotas, dans nos programmes de talent management, on s'assure que sur tous les niveaux du programme de talent, donc il y a les emerging, les advanced et les top, on soit à équité. Et c'est très dur d'aller être à équité, surtout quand vous montez. La case des tops, c'est compliqué. Et donc, du coup, ils ont l'impression que notre génération de femmes leur vole une chance. Et ça, je pense que c'est un fait. Il ne faut pas le nier, il faut travailler avec. Il faut qu'ils aient conscience qu'ils sont partie de l'équation. Et je trouve que chez Personal Finance, ça s'est matérialisé très très bien, puisque notre association, qui était au début une association féminine de PF au féminin, a changé de nom pour s'appeler Execo. Et donc, ça veut tout dire. Voilà, ça veut tout dire. Donc ça, je pense que dans le management, c'est très important. Et après, moi, j'ai quand même une vigilance particulière sur le management des femmes qui sont dans mon équipe.
moi j'ai vu qu'il y avait eu un gros changement dans le management féminin. Quand j'ai commencé ma carrière, ma première manager était une femme et elle avait un biais qui était un peu de dire j'ai beaucoup dû travailler pour en arriver là. Et donc du coup, elle le faisait presque un peu plus payer aux femmes qu'elle manageait. Et ça, je trouve que ça n'existe, mais alors plus du tout. Enfin, moi, je n'ai pas été confrontée à ça depuis très longtemps. Et ça, c'est une grande chance et je pense qu'il faut travailler ensemble, tout simplement. Apparemment, ça a un nom. Le Queen Bee Phenomenon. Le quoi ? Le Queen Bee Phenomenon. Queen Bee Phenomenon. C'est l'objet de l'édito de notre dernière newsletter qui a été envoyée mercredi. C'est un homme qui l'a rédigé d'ailleurs, de mon équipe. Et donc c'est le phénomène un peu de reine des abeilles, c'est-à-dire la femme ayant réussi dans un milieu d'hommes très difficile et qui aurait du coup tendance à son tour à se comporter en reine des abeilles et à ne pas nécessairement faciliter l'ascension des autres femmes. Mais bon, heureusement, vous le dites, c'est peut-être plus limité. Puis il y a tous ces réseaux féminins dont vous avez parlé, qui existent dans chacune de vos entreprises respectives, dont on voit en plus, vous disiez, les hommes sont des alliés, que c'est plus quelque chose de 100% féminin. Ils ont tous été rebaptisés, vous l'avez dit, ex aequo, women, win for all. Donc voilà, les alliés. Donc on l'a dit, les hommes sont des alliés. Il ne s'agit pas aussi de mener des politiques en leur défaveur, sur des politiques pour diversifier. Écoutez, merci à toutes. Je pense qu'on a atteint le temps et puis qu'on a eu un débat très riche. Donc merci beaucoup vraiment de votre participation. Merci à tous. Merci.